Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier podcast Innovation Time Geneva dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une entrepreneuse inspirante aux multiples casquettes, une consultante en affaires, une styliste, une curatrice de vêtements vintage et une fervente militante pour la mode durable. À travers son magasin Purple Gold and Rain, nous allons voir avec elle qu'elle peut réunir sa passion, sa créativité, son engagement écologique. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, ses projets, ses valeurs et son quotidien. Je vous présente Teresa Fini. Bonjour Teresa. Bonjour, merci pour l'accueil. Je t'en prie. Alors aujourd'hui, on veut te connaître un peu plus. Donc on va commencer par te poser la question sur ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? Oui. Donc, moi, j'ai fait l'école de commerce. À la fin de la formation du diplôme, j'ai réalisé un stage de maturité auprès d'une fondation qui fait de l'aide aux entreprises, du soutien. Donc, j'ai pu vraiment découvrir ce monde entrepreneurial genevois. Ça m'a vraiment donné envie de découvrir par moi-même, de pouvoir explorer différents univers. Ça passait vraiment des petits artisans locaux aux grosses structures. Donc j'ai vraiment pu voir le paysage et le tissu économique local. Suite à cela, je suis partie à la Haute École de Gestion où j'ai effectué un bachelor en économie d'entreprise pendant 3 ans, où j'ai vraiment pu découvrir le monde de l'entreprise, vraiment comment une entreprise fonctionne. Et en fait, depuis mon enfance, j'ai toujours été passionnée de mode. Donc j'ai toujours adoré chiner, trouver des trésors, des pièces rares, etc. Et pendant mes études en bachelor, j'ai commencé un peu je voyageais déjà beaucoup, je partais beaucoup à New York, etc. Je pouvais voir les concepts vintage de boutiques, de friperies. Et c'est vrai que quand je revenais à Genève, je me disais toujours c'est dommage pour le shopping, on est un peu limité, il n'y a pas beaucoup de possibilités, surtout pour le vintage. Et c'est vrai qu'autour de moi, les gens me demandaient souvent mais où est-ce que tu trouves ces pièces, tu veux pas nous ramener des trucs? Et puis c'est comme ça que l'idée a un peu émergé dans ma tête. Et en fait, je me suis dit un jour, tu sais quoi, on va tenter, on va créer un concept, puis on va essayer de proposer ces pièces aux personnes proches, déjà dans un premier temps, et puis après pouvoir le développer par la suite. Donc pendant mes études, j'ai commencé à développer ça. Ça a beaucoup évolué pendant les années, mais on pourra peut-être parler plus précisément en détail de cela après. Et puis après, j'ai effectué un master en innovation, développement d'affaires. Donc j'ai fait principalement de la gestion de projet, du marketing, du développement de produits et d'affaires. Et après, j'ai commencé à travailler. J'ai fait vraiment plein de jobs différents. J'ai travaillé dans l'immobilier, j'ai travaillé en marketing. J'ai travaillé dans le monde des enchères et du luxe, en banque privée, en finance, en comptabilité. Donc j'ai vraiment pu développer tous les skills appris pendant mes formations vraiment dans le monde professionnel, acquérir vraiment les connaissances qu'il me fallait pour me lancer dans l'entrepreneuriat et en parallèle développer mon projet jusqu'au jour où je décide d'en faire mon job à temps plein. D'accord, c'est vraiment inspirant tout ce que tu dis. On a envie de faire la même chose. Et c'est très bien que tu en parles sur tes parcours, parce que du coup, j'ai une question, c'est quels sont les défis que tu as rencontrés en cours de ta vie? Je pense que ça n'a pas été aussi facile. Oui. Et est-ce que tu peux en dire aussi sur ça? Après, ils sont multiples, déjà en étant jeune, en voulant déjà faire des études. C'est quelque chose qui est très normalisé. Oui. Mais c'est vrai que faire des études, ça demande quand même... c'est une sorte de privilège, déjà, surtout en Suisse, même si les universités sont la plupart accessibles. Oui. C'est peut-être pour la famille un sacrifice de devoir mettre entre guillemets en suspens
les sources de revenus. Moi, j'ai fait une formation professionnelle, donc avec mon diplôme et ma matu, je pouvais déjà travailler, déjà rentrer dans le monde du travail, mais j'ai fait le choix de poursuivre mes études, d'obtenir des diplômes supérieurs. Donc déjà, tout ça, c'est déjà pas forcément facile et évident, surtout que toi qui as fait l'école de commerce, tu sais que c'est une formation qui est un peu, je trouve, sous-estimée. Exactement. Alors que c'est une formation professionnelle qui est très complète. Et l'HEG également. C'est sûr que pendant que j'y étais, c'était pas facile et je voyais pas le bout. Mais une fois que j'ai terminé mon bachelor, j'ai vraiment compris déjà son utilité, mais avec mon expérience professionnelle et entrepreneuriale, j'ai vraiment compris à quoi m'a servi cette formation. Donc ça peut être un peu les premiers défis, les premiers challenges. Puis après, c'est comment j'ai développé mon projet. Moi, au fond de moi, j'ai toujours voulu développer des projets créatifs, vraiment faire la différence à Genève, me dire que voilà, c'est ma ville de cœur, je suis née ici, j'ai envie d'offrir quelque chose à cette ville. Mais voilà, des fois, quand tu as plein d'idées qu'on pourrait qualifier de folles, où tu es motivé à développer des choses, autour de toi vient le doute. Déjà que tu peux avoir toi-même, le doute des personnes qui sont autour de toi. Tu fais quelque chose qui ne se fait pas du tout. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui est forcément mis en avant en Suisse, mais en plus la mode. Et en plus, la mode durable, en plus, le vintage. Donc, tous ces éléments-là n'ont pas du tout été faciles. Après, moi, c'est ma passion. J'y croyais, j'y ai cru, j'y crois toujours. Mais c'est vrai que le développement m'a pris énormément d'années. Donc, j'ai commencé ce projet, j'étais à la fin de ma première année de bachelor. Ça va faire 13 ans. Donc, du moment où j'ai eu l'idée à aujourd'hui, c'est 13 années de ma vie. C'est tout le début de mon âge adulte. C'est plein de moments où je savais pas forcément ce que je faisais, mais je le faisais. Et puis voilà, avec le temps, je me suis dit, on continue, on développe, on verra bien où ça mènera. À la fin de mon bachelor, j'ai décidé de faire une année sabbatique parce que je savais que je voulais faire un master, mais je trouvais pas le master qui me convenait. Et du coup, je me suis dit, c'est le meilleur moment pour développer ce projet. Pendant le bachelor, voilà, je faisais un peu des vide dressing, ce genre de choses, mais rien de vraiment très concret. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit, je vais trouver des solutions de développement. Et j'ai pu commencer à vendre sur le site anglais, la plateforme anglaise ASOS. Donc, ils ont un marketplace, ou avait, parce qu'il a fermé, je crois, il y a un mois, après 10 ans d'existence. Un marketplace pour boutiques indépendantes et boutiques vintage à l'international, où j'ai pu me familiariser avec ce que c'était l'e-commerce. Je n'avais jamais vendu en ligne. À l'époque, on avait des groupes sur Facebook pour se vendre les habits, avant que Facebook Marketplace existe. Donc, c'était vraiment un peu le début de tout ça. Puis, j'apprenais. Et j'étais là, dans ma chambre à plein palais, en train de faire mes colis, en train d'envoyer en Chine, en Russie, aux États-Unis, enfin vraiment partout dans le monde. Et sans vraiment être sûre de ce que je faisais, mais je le faisais vraiment par passion. Et en fait, d'avoir voulu allier cette passion et ma carrière professionnelle, ça a été vraiment un gros challenge parce que expliquer à mes parents que j'ai envie de faire quelque chose qui me passionne, après toutes ces études, eux, ils voyaient pas le sens. Ils disaient, mais t'as étudié, faut que tu ailles travailler comme tout le monde en banque, en finance, que tu te fasses beaucoup d'argent, que tu réussisses, que tu aies vraiment ce statut. Et moi, je disais, oui, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui m'éveille, en fait. C'est pas, ça me fait pas vibrer, c'est cool, c'est sympa, c'est intéressant, mais il me manque quelque chose. Donc déjà, quand t'es jeune, t'es encore chez tes parents, t'as pas forcément de moyens, tu dois un peu vaciller entre je suis diplômée, je peux bien gagner ma vie ou commencer une carrière et j'ai quelque chose qui me passionne, comment j'allie les deux? Donc j'ai fait de mon mieux, en tout cas pendant plusieurs années,
à travailler à temps partiel, à temps plein, essayer par moment de continuer à développer ça, essayer de pas me laisser trop influencer aussi par ce qui m'entourait, parce que malheureusement dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas quand on est porteur de projet, l'entourage y joue beaucoup, positivement comme négativement, et les personnes qui font la projection, hein, pas forcément intentionnelle, mais qui vont essayer de douter. J'ai un exemple assez parlant, mais on a le droit de parler ouvertement. Je peux citer des noms d'entreprises de marque. Donc, pendant mon bachelor, je travaillais chez Pompitop, qui est une chaîne de magasins sneakers en Suisse. Et du coup, quand j'ai fait mon année sabbatique, j'ai travaillé là-bas à un taux plus élevé parce que j'avais du temps, je voulais me faire un peu de sous, etc. Et en fait, je croisais des compagnons d'école avec qui j'ai pu faire mon bachelor, soit qui étaient encore, soit qui venaient d'être diplômés également comme moi. Puis ils me disaient tous, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as un bachelor en économie d'entreprise, t'as fait une spécialisation en communication, gestion des services et une majeure en gestion de fortune. Pourquoi t'es là en train de vendre des baskets, quoi? Et j'étais là, ça me fait plaisir. C'est un job que j'aime, la vente, ça me parle. Je suis passionnée de sneakers. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je gagne ma vie, je suis diplômée, je dois rien à personne, en fait. C'est ça, je pense que c'est aussi ça un peu le problème dans notre société, c'est que en fait, on nous donne un titre et en fait, on n'a pas assez d'écoute sur nos passions et surtout sur la sécurité, parce qu'on vise souvent la sécurité. Et en tant que femme aussi, ce n'est pas facile. Donc, je vois de quoi tu parles. Déjà, et puis si même j'avais voulu faire une carrière en banque, ce qui aurait été totalement possible, je suis une femme et je suis une femme racisée. Donc ça, c'est aussi un élément où je l'oublie pas, en fait. Quand je vais me présenter dans une entreprise, quand je vais aller travailler, je dois correspondre à certains standards, il y a des codes, c'est la manière dont je vais m'habiller, dont je vais me présenter, dont je vais parler, dont je vais me coiffer. Ça peut paraître anodin, mais c'est des choses où, à longueur de temps, on va nous demander de se conformer à certaines choses. Ce qui est normal, c'est le jeu. Tu veux travailler dans tel domaine, tu dois être comme ça. Dans tel domaine, tu dois être comme ça. Et moi, j'avais toujours ce besoin un peu de liberté. Et pour moi, c'était inconcevable de me dire, j'ai ma vie de la semaine et j'ai ma vie du week-end. C'est assez drôle parce qu'en ce moment, il y a cette série Severance qui fait beaucoup parler de, justement, quel est cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et moi, je concevais pas l'idée de me dire, j'ai mes tenues de la semaine et j'ai mes tenues du week-end. Pour moi, j'avais envie de me sentir beaucoup plus libre. Alors aujourd'hui, avec le Covid, ça a tellement démocratisé rien que le dress code. Il y a plein d'entreprises qui acceptent maintenant même les baskets. Il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça. Enfin, faut se dire, le monde, il évolue tellement vite, mais il y a des codes, et surtout dans ces industries-là où c'est tellement normé, ça peut être parfois très archaïque, mais c'est normal, c'est quelque chose qui est là en place depuis tellement longtemps. Et en fait, je me disais, mais je ne me sens pas à ma place. Je fais du bon boulot, je suis reconnue et appréciée dans mon travail, ça se passe super bien, mais il me manque quelque chose et je ne me sens pas à ma place. D'accord. Et je pense que c'est tous ces éléments qui ont fait que j'ai décidé finalement de me mettre à 100% sur mon projet. Ah c'est super. Du coup, en parlant de ton projet, de ton magasin précisément, pourquoi avoir choisi le nom Purple Gold and Rain? Alors, c'est très simple. Donc, à l'époque où j'ai décidé de lancer le concept, où j'ai eu l'idée, j'avais eu un petit moment où j'écoutais un peu des musiques anciennes, des artistes plus anciens, dont l'artiste Prince, qui a un titre qui s'appelle Purple Rain, plus qu'un titre, un album, un film, etc. Et j'aimais bien ce nom et je me disais toujours, il manque quelque chose. Et du coup, le mot Purple and Gold Rain est un mot qui m'est venu comme ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien en faire quelque chose. Est-ce que j'en fais un blog? Est-ce que machin? Et en fait, le jour où j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Je vais créer une page Facebook. Je vais l'appeler Purple and Gold Rain. Et je vais vendre mes trouvailles dessus. Et ça a été le point de départ de tout. Après, avec le temps, j'ai un peu repensé au nom. Donc, c'est vrai que c'est un nom qui est long, c'est un nom anglais. On n'arrive pas forcément toujours à le prononcer. On va inverser les lettres, les mots. Donc, on va au plus simple. La plupart des gens disent Purple.
parce que vraiment, on va le prononcer avec nos accents français francophones. Mais voilà, c'est vraiment inspiré de là. Et effectivement, le violet, c'était ma couleur préférée quand j'étais enfant. Je faisais du patinage artistique. J'en ai fait pendant des dizaines d'années. Et pour les compétitions, je devais souvent dessiner mes robes. Alors que je suis très nulle en dessin. Mais je me retrouvais souvent à dessiner des robes à la couleur violette. Et du coup, c'est un petit clin d'œil à moi et à mon enfance également. Voilà. Je te rejoins là-dessus. J'aime beaucoup le violet. Ouais. Malheureusement, je ne le porte pas souvent. C'est bizarre, mais des fois, on a une couleur préférée, mais la mode, c'est pas pareil. Oui, je comprends. Du coup, si tu devais changer du coup le nom avec une autre chanson, est-ce que tu as déjà une idée ou pas encore? On m'a jamais posé cette question. C'est super intéressant. C'est important. Je vais y penser. Je vais y penser, mais Ok. Ouais, tu me prends vraiment de court. C'est super intéressant. D'accord. Et si on va un peu plus loin, j'aimerais aussi savoir comment tu as construit ton réseau un peu pro. Est-ce que tu peux, par exemple, nous donner quelques astuces pour les auditeurs? Je vais des conseils, on donne souvent des bons conseils qu'on n'applique pas forcément toujours, mais en fait, de parler avec les gens autour de soi, d'échanger, c'est vraiment super, super important. On dit toujours que on a peur de parler de ses idées parce qu'on a peur de se faire voler les idées. Non. C'est vraiment c'est un mythe et quand tu parles avec beaucoup d'entrepreneurs, la plupart te diront la même chose. Faut en parler parce que c'est là où tu fais aussi des connexions, tu rencontres des gens, même si t'as pas forcément d'idées, mais juste discuter avec les gens, s'intéresser à eux, poser des questions, demander comment ils font et puis vraiment avoir un vrai intérêt parce que souvent on pense que c'est une formule magique. C'est comment t'as fait, on prend des notes et puis on pense qu'avec ces notes on va reproduire exactement la même chose et ça va être tout bon. Ça se passe jamais comme ça. On a beau avoir un plan A, on finit au plan XY ou peu importe. En fait ça se passe jamais comme on prévoit et c'est ça la beauté de la vie aussi. Je pense que c'est vraiment en parler, se créer un réseau via des associations, des associations d'étudiants, d'avoir aussi, moi j'ai eu la chance, j'étais dans plein d'écoles différentes, des écoles aussi liées avec le monde de l'entrepreneuriat, donc ça m'a permis vraiment de tisser un réseau déjà par rapport à ça. Et puis aller à des événements, des after-work d'entrepreneurs, suivre un peu, il y a des événements comme le prix IDEA, où pendant plusieurs mois, des entrepreneurs peuvent développer leurs projets. Ça permet de rencontrer des gens. Faut s'intéresser à ce qui se passe localement et puis aller aux événements. Vraiment. D'accord. Donc, il y a des événements dédiés pour la mode ou... Alors, pour la mode, ça commence gentiment. D'accord. On va dire que... alors, il y a Mode Suisse, qui est un peu la Fashion Week suisse, ici en Suisse. Après, ça reste quand même des événements qui sont encore assez fermés, un peu élitistes. Ça reste quand même un domaine qui est pas forcément inclusif, la mode, faut pas se mentir. Par contre, pour la mode durable, à Genève, il y a quand même pas mal d'acteurs. On est plusieurs dans différents pôles. Moi, c'est sûr que dans le vintage, je suis une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne, en tout cas des jeunes générations. Il y a plein d'autres personnes qui sont aussi dans la mode durable, dans la mode circulaire, dans l'upcycling. On essaie de faire pas mal de choses. Il y a eu le salon de la garde-robe en novembre dernier, qui est organisé à l'Iceberg, avec plein de partenaires différents. Normalement, ils vont refaire une édition en 2025. Je crois que aux automnales aussi, depuis plusieurs années, ils font un salon dédié à la mode durable et upcyclée. Donc c'est un peu ces événements-là. Et puis après, il y a d'autres événements liés à la mode de créateurs. Il y a l'Aphrodissée qui regroupe tous les créateurs afro-descendants qui existent depuis bientôt 10 ans à Genève et qui est un événement qui est mondialement connu, qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur pour vraiment donner de la visibilité à des créateurs locaux, internationaux. Voilà, il y a plein de petits événements, mais je pense que ce qui est bien et intéressant, et moi c'est un peu aussi ma force dans ce domaine-là, c'est que moi je viens de ce milieu du management. Donc j'ai cette vision-là de ce que c'est le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat,
et je l'ai transposé à une passion. Plein de gens souvent sont du domaine, des couturiers, des créateurs, et ils restent souvent trop dans leur cercle. Je pense que c'est aussi bien, même si on est passionné par quelque chose et c'est ce qu'on veut développer, de rencontrer des gens de différents horizons. C'est super important de s'ouvrir un maximum l'esprit et le réseau et pas toujours être cantonné dans les mêmes sphères parce que malheureusement parfois ça permet pas d'évoluer. C'est vrai. Il faut diversifier totalement son travail. Un bon conseil. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter durant... J'en ai plein. Précise quel genre d'anecdote tu veux. Un peu drôle ou une anecdote que tu veux tout simplement partager avec... J'y ai pas pensé, mais j'en ai pas mal. J'ai plutôt des petites anecdotes comme ça autour de la réalisation. En fait, vu que c'est quelque chose que j'ai imaginé comme ça et que j'ai finalement réussi 12 ans, une dizaine d'années après à le concrétiser vraiment avec l'ouverture de cette boutique, des fois, puis après, bon, je suis beaucoup comme ça, hein, je fais beaucoup, puis je me rends pas forcément compte que je fais énormément. Comme je disais avant, le privilège de faire des études, on a trop normalisé le fait de faire des études, mais c'est un bel accomplissement. Pas tout le monde a déjà l'accès, mais pas tout le monde réussit ses études. Donc, c'est déjà quelque chose de très beau. Et en fait, des fois, on se rend juste pas compte que, même quand on réussit un examen, on a réussi un examen, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Et on est trop là, oui, c'est normal, on va avoir telle note, etc. Et là, avec mon projet, c'est vrai que je pense que ce qui m'a aussi motivée avec toutes ces années, c'est de voir en fait l'impact que ça fait aux personnes. Parce que moi, ça me fait kiffer, c'est mes vêtements, je les vends, machin, etc. Mais de voir que les gens sont réceptifs à ce que tu fais. Et la première fois que j'ai fait un gros pop-up store sur 2 semaines, c'était en 2018. Et en fait, c'était le premier jour de la rentrée scolaire, donc fin août. Et j'étais juste à côté du pop-up. Et donc, c'était à proximité de Plainpalais, donc plutôt direction le skatepark. Et là, il y a une bande de jeunes, je pense entre primaire et cycle, qui passent en skate. Et puis tout d'un coup, ils voient vraiment la vitrine. Et il y en a un qui s'arrête. Et les gars, il y a un pop-up vintage, venez, on débarque. Et genre, ils arrivent vraiment en masse. Et en fait, de voir l'engouement et de voir en fait que les gens sont réceptifs, c'est là où tu dis, en fait, j'ai tout réussi, quoi. Ça passe par des choses simples comme ça. Après, ce genre d'anecdotes, j'en ai plein, mais je pense que c'est la chose qui me rend le plus fière, c'est de voir vraiment que quand je croise des clients avec des pièces à moi ou ce genre de choses, c'est toujours gratifiant parce que tu te dis que ce que tu fais, ça a du sens et les gens aiment ça et ont besoin de ça. On a tous besoin de se vêtir, mais vraiment d'avoir cette alternative à la fast fashion localement avec vraiment ces pièces qui sont sélectionnées, c'est super. Je me suis aussi demandé une fois chez moi, parce que je voyais aussi sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, et je disais, mais il y a tellement d'engouement de vintage. Maintenant, on en parle de plus en plus. Est-ce que tu as une idée pourquoi maintenant les gens ils commencent plus à s'intéresser à ça? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est celui qui est avant Covid, où les plus jeunes générations, elles ont commencé à être beaucoup plus sensibilisées autour de l'écologie. Il y avait toutes ces marches pour l'écologie, Greta Thunberg, etc. Donc vraiment, il y a eu vraiment une vraie prise de conscience. Après, c'est aussi le niveau de la mode, c'est cyclique. Du coup, ça revient un petit peu les styles. Et puis, c'est toujours ce truc de dans la garde-robe de papa, dans la garde-robe de maman, il y a une pièce de l'époque. C'est ce qui est à la mode en ce moment et tout. Et puis, c'est vrai que le Covid a eu un vrai impact dans la manière de consommer des ménages. Les gens se rendaient compte qu'ils consommaient trop, qu'il y avait trop dans les armoires. Ils ont aussi conscientisé qu'est-ce que c'était cette industrie de la mode tout court et surtout fast fashion, avec tous les documentaires qu'il y a eu. Il y a eu déjà le Rana Plaza en 2013, mais c'est trop passé un peu à la trappe. On a oublié qu'en fait, c'est un événement très grave qui a été la première prise de conscience des conditions de travail des travailleurs dans les pays d'Asie ou autres.
Et je pense que vraiment le Covid, ça a été vraiment le déclenchement. C'est là où, même nous, on l'a vécu. Enfin, après, la plupart des commerçants ont vécu un boom au début. Et ensuite, pourquoi aujourd'hui on est en récession également, c'est dû à tout ça. C'est qu'on a beaucoup consommé. Il y a peut-être pas de demain. Voilà, on consomme. Puis après, on a peut-être trop consommé. On va faire attention à notre argent. On a peut-être moins d'argent. Il y a des entreprises malheureusement qui ont fermé. Donc, il y a eu plein de changements. Mais vraiment, ce truc de... on va faire attention, on va apprendre à faire attention. Il y a plein de documentaires sur tous les médias qui nous disent que la mode, en fait, ça pollue. On exploite des gens. Il y a des personnes qui sont exploitées. Il y a des ethnies minoritaires qui sont surexploitées, maltraitées. Enfin, il y a des choses horribles avec la mode qu'on savait mais qu'on ne voulait pas voir, mais qu'aujourd'hui, on ne peut plus ne plus voir. Exactement. Et je pense que c'est ça qui a fait exploser. Donc, toi qui es maintenant vraiment experte dans le seconde main, est-ce que tu arriverais à nous donner des conseils, à trouver quelle sorte de vêtements on devrait choisir? Le premier critère, c'est la matière. D'accord. C'est la chose la plus importante parce que un bon matériau va durer beaucoup plus longtemps que quelque chose d'autre. Donc déjà, le synthétique, on le sait. Si on le sait pas, on l'apprend maintenant. Et extrêmement polluant. Donc, c'est-à-dire que toutes les matières fabriquées à base de plastique sont ou relâchent des microplastiques à chaque lavage en machine. Donc déjà ça, c'est pas l'idéal d'un point de vue écologique, mais aussi pour la santé. On en parle beaucoup, notamment avec ces marques de ultra fast fashion où ils utilisent pas mal de produits chimiques et en fait pas mal de personnes se retrouvent avec des maladies de la peau, c'est extrêmement nocif. On n'a pas les effets aussi à long terme de ce que ça fait sur le corps, mais en tout cas, c'est vraiment à bannir le plus possible les matières synthétiques. C'est sûr que c'est pas forcément évident parce que des fois c'est pour un aspect esthétique, mais c'est aussi souvent pour une question de budget. En plus, quand on est jeune, quand on est étudiant, on n'a pas forcément des milliers et des cents. On veut pouvoir s'habiller bien, être à la mode, se sentir à l'aise avec le budget qu'on a. Donc souvent, on va se tourner vers la fast fashion, mais de plus en plus, ça va être vers ces alternatives-là. Donc le meilleur conseil, c'est les matières. Vraiment toujours privilégier les matériaux naturels. Donc vraiment du 100% coton, du coton, de la laine, du viscose un petit peu. Après, c'est discutable parce que c'est une base végétale, mais c'est le processus de fabrication qui est un peu compliqué. Mais voilà, de la soie, pareil aussi. La soie, c'est aussi de l'exploitation. Le coton aussi, on peut dire que c'est de l'exploitation. Mais généralement, quand on opte pour des vêtements de seconde main, souvent, c'est des vêtements plus anciens qui, normalement, ont été faits dans le respect de la nature. À l'époque, en tout cas. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais voilà, peu importe aujourd'hui ce qu'on choisit, les matières, c'est super, super important. Que ce soit en première ou en deuxième main, parce que c'est ce qui fera que le vêtement durera plus longtemps. C'est aussi ce qui fait qu'un vêtement, il peut être porté plusieurs fois, parce qu'une matière synthétique ne supporte pas que ce soit même la transpiration humaine. C'est quelque chose qu'on va porter automatiquement, on va pas pouvoir le reporter une deuxième fois. Alors que les matériaux naturels permettent de mieux respirer, etc. Donc, c'est vraiment le critère premier. Et un autre aspect qui est discutable, et c'est toujours un peu le débat avec la mode, ne pas trop suivre les tendances. Vraiment opter pour des pièces intemporelles. Quelque chose qu'on va pouvoir avoir dans la garde-robe et se dire qu'on va pouvoir porter de nouveau un an après quand ça sera de nouveau la saison, et quelque chose qui va pas se démoder mais qu'on pourra accessoiriser et qui permettra de donner un peu cette touche tendance, je mets des guillemets parce que voilà, c'est pas forcément l'idéal, mais sans qu'on se sente obligé de suivre ces trends, parce que c'est ça aussi qui tue la mode aujourd'hui et qui pousse les gens à surconsommer, c'est vraiment de suivre les tendances et ces micro-tendances où toutes les 2 semaines, il y a un nouveau truc à la mode, où il faut absolument le suivre, et puis en fait, on fait que d'acheter et puis au final que de jeter également. Donc une veste en jean, à part si on change d'aspect corporel, donc on prend ou on perd du poids, on n'a pas de raison
de pas la garder. On peut la customiser avec des accessoires. On peut décider de raccourcir certaines parties, d'allonger, de mettre des patchs de tissu. On peut faire tellement de choses. Et si on ne sait pas le faire, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des ateliers d'upcycling qui existent. Donc, c'est aussi une possibilité qu'on a. Mais vraiment, voilà. Donc, matière et temporalité ou intemporalité plutôt. D'accord. Est-ce que tu as un exemple d'une pièce qui peut durer? Le denim en soi, c'est fait pour durer. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de vêtements du 19 et 20e siècle qui ont été détournés de leur usage premier. Le jean, c'était fait pour les mineurs dans les mines et pas pour être porté tous les jours et aller au travail, aller en cours avec. Mais le jean, c'est un vêtement qu'il faut garder et beaucoup utiliser parce que rien que pour le fabriquer, je suis très nulle en chiffres pour retenir les chiffres exacts, mais ça consomme énormément d'eau. Donc, une fois qu'on en a un, ça sert à rien d'en racheter un. S'il est de bonne qualité, au moins 98% de coton, 2% d'élastane, ce serait vraiment l'idéal. Sinon, c'est 100% coton. Il est fait pour durer. Il n'y a pas de raison qu'il ne dure pas. D'accord. Et donc, maintenant, si on vient à ton magasin, qu'est-ce qui rend ton magasin plus différent que les autres? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui écoutent? Pourquoi on devrait venir chez moi? Chez toi, d'accord. Alors, plusieurs choses. C'est qu'au niveau de la sélection, donc on sélectionne tout à la main, tout est acheté, c'est une petite entreprise locale. On essaie vraiment de diversifier l'offre au maximum, d'avoir vraiment une mode qui est inclusive, donc une mode unisexe, non genrée. On propose tout type de taille aussi, c'est super important. Pas tout le monde a la même morphologie, donc il n'y a rien de pire que d'aller dans un magasin puis de rien trouver à sa taille parce que après on ressort de là frustré. L'idée c'est vraiment de pouvoir offrir quelque chose à tout le monde. Moi, je sais que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça m'a poussée de développer, c'est que je me retrouvais à aller chez Zara H&M quand j'étais plus jeune et je trouvais rien à ma taille parce que j'étais trop grande, les pantalons ils sautaient, je correspond pas aux standards des tailles, donc j'étais tout le temps frustrée. Puis je me disais mais c'est pas normal que la mode soit comme ça. Le vêtement, il doit s'adapter à toi et pas l'inverse. Donc voilà, on essaie vraiment d'offrir cette sélection-là. Et on a vraiment une section qui est très éclectique, intemporelle. Peu importe ton style, peu importe ta manière de t'habiller, ce que tu aimes mettre, tu trouveras toujours ton bonheur. Voilà. Donc, si je viens, je peux te demander des conseils sur comment m'habiller et tout. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite boutique et pas un grand magasin type grande friperie où tout est en vrac, où c'est des racks entiers avec 50 t-shirts, 50 pantalons. Non, là, on est vraiment sur une petite sélection en boutique où on propose certaines pièces et après, on vous propose des alternatives qu'on a dans le stock derrière. Donc, par exemple, tu viens, tu dis, moi, je cherche tel type de vêtements, plutôt telle couleur. On va voir déjà devant s'il y a quelque chose qui correspond à ce que tu veux. Et sinon, on aura forcément une alternative soit en couleur, soit en taille, à te proposer dans le stock qu'on a derrière. Et l'idée, c'est vraiment d'offrir un vrai service de boutique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas dans un magasin, personne vraiment... les vendeurs, ils ont d'autres tâches. C'est pas leur cahier des charges. Là, nous, le but, c'est vraiment d'offrir un service qui est personnalisé. Même si tu repars de là sans rien acheter, mais au moins que tu repartes avec une bonne expérience. Waouh, j'ai hâte de venir alors. Et donc... maintenant, j'aimerais bien savoir comment tu fixes tes prix sur tes vêtements. Alors, le prix va dépendre de beaucoup de choses. On dit toujours en marketing que le juste prix est toujours très difficile, mais ça, on va se baser sur déjà nos charges. On a une boutique, une arcade qui est en vieille ville. On a des charges sociales, on a des employés. Il y a mon salaire aussi également qui est compris, et puis le prix de la matière, parce que tous les vêtements on les achète mais on les fait aussi nettoyer, on les remet en état, donc il y a tout un travail derrière. On va toujours essayer de s'aligner à peu près au prix qu'on pourrait trouver dans des grandes enseignes, parce que vraiment l'idéal c'est, comme je dis toujours, c'est un peu notre slogan, c'est l'alternative locale à la fast fashion. Donc c'est vraiment si tu as le budget pour mettre 100 francs
Dans un pantalon qui va te durer 2 mois, bah, tu peux mettre 100 francs dans un pantalon qui va te durer 10 ans. D'accord. J'aimerais bien savoir, du coup, l'ADN de ta stratégie, de ton magasin, c'est-à-dire quelle éthique donc tu mettrais en avant. Moi, j'ai compris ta carrière, ton parcours, mais je voudrais que les personnes qui nous écoutent comprennent aussi. Donc, c'est quoi ton ADN? C'est vraiment, si tu veux, encourager cette consommation locale et différente de la mode. On a plusieurs valeurs qu'on met souvent en avant, c'est l'inclusivité, la durabilité, la qualité et l'exclusivité. C'est vraiment se dire que voilà, on va proposer des vêtements de qualité, durables, inclusifs pour que tout le monde puisse y trouver son compte. La qualité, comme je l'ai dit, c'est vraiment super important. Et l'exclusivité, c'est vraiment cette idée d'avoir une pièce unique où tu n'auras pas l'impression d'avoir acheté la même chose ou porté la même chose que ton voisin. C'est pas forcément dans cette idée d'avoir un style trop unique et trop éclectique ou trop particulier, parce que pas tout le monde aime se faire remarquer. Mais juste d'y trouver son compte, en fait. D'avoir un vêtement dans lequel on va se sentir bien. Et puis de se dire, voilà, au moins je sais où va mon argent. Ça va pas dans un grand groupe qui a pas besoin que moi, avec mes petits sous, je sois là à contribuer à une industrie qui est pas forcément durable et éthique, mais plutôt dans une petite entreprise locale qui essaye de faire la différence au quotidien. D'accord. Donc pour toi, c'est plus important du coup que ça soit durable, donc la matière, comme tu as dit, que, on va dire, l'esthétique. Donc, comment, en fait, tu essaies de trouver un juste milieu. C'est un juste milieu entre les deux. C'est sûr que des fois, je te prends l'exemple de la matière. C'est sûr que des fois, on a des pièces qui sont en synthétique. On essaie le moins possible d'en avoir. Mais c'est vraiment l'idée de cette intemporalité. C'est de trouver une pièce coup de cœur. Parce que quand on a un vêtement qu'on chérit, c'est vraiment cette pièce coup de cœur où tu te sens bien dedans. Tu vas la porter indéfiniment. Et en fait, c'est vraiment encourager les gens à revoir leur manière de consommer la mode. Peut-être mettre un petit peu plus que, je sais pas s'ils font une commande Temu, ne faites pas ça. Mais voilà, pas mettre, peut-être les 100 francs que tu vas mettre, ça serait une pièce qui va te durer beaucoup plus longtemps que si tu achètes 10 pièces à 10 francs sur un site de fast fashion. Que tu porteras peut-être 2 fois, peut-être pas, etc. Et que tu réfléchisses et que tu conscientises vraiment ta manière de consommer. D'accord. Et tes vêtements, ils viennent à peu près de partout dans le monde, ou c'est comment? Alors, en fait, je voudrais savoir comment tu sélectionnes tes vêtements, comment tu les choisis. Est-ce que tu es aussi inspirée de certains styles ou pas? Si tu veux, la base, en tout cas en termes de style, c'est vraiment des pièces intemporelles classiques. Ça va être un jean classique, une veste en jean, un trench coat, un joli manteau de laine, un joli manteau en cuir. Enfin, vraiment, un peu tous les incontournables intemporels qu'on est censé avoir dans la garde-robe. Après, on va aussi regarder ce qui se fait un peu dans la mode, mais sans forcément faire à l'identique. Par exemple, je donne un exemple en termes de couleurs. Cette saison, c'est beaucoup la mode du bordeaux, en tout cas pendant l'hiver. Donc, on va essayer de mettre en avant un peu ces couleurs-là pour que les gens se disent, OK, je passe dans H&M, il y a que du bordeaux partout, mais je veux pas acheter chez H&M. Donc, je vais me tourner vers l'alternative locale à la fast fashion qui est Purple and Gold Rain. Et je vais essayer de trouver, toujours en restant tendance, trouver quelque chose qui durera dans le temps et dans lequel je me sentirai bien. Donc, après, pour la sélection, c'est tout moi qui sélectionne en grande partie. Après, avec mon équipe, on fait maintenant par saison, on fait un peu des mood boards, on regarde un peu ce qui se fait dans les tendances pour essayer de proposer quelque chose d'assez similaire, mais sans trop suivre, parce qu'en plus on vend des vêtements vintage, donc ils sont anciens en termes de style. Quand c'est des nouvelles coupes, c'est des nouvelles coupes. On n'a pas ces coupes-là à l'époque, donc ça passe par là. Et puis voilà, tout est sélectionné. C'est moi qui choisis les vêtements, c'est moi qui achète les vêtements en grande partie. Après, c'est quand même une passion que ma mère m'a transmise, donc des fois elle m'aide un petit peu. Et puis, on chine principalement localement, Genève, Grand Genève et alentours. Et puis après, dans les pays européens, avant le Covid, en fait, vu que c'était quelque chose de moins grande taille, à chaque fois que je voyageais,
il m'arrivait de me retrouver dans un marché, peu importe où dans le monde. Si je trouvais des pièces intéressantes, je les ramenais. C'était un peu l'idée de ramener le trésor. Aujourd'hui, depuis le Covid, le Covid, c'était plus compliqué. Et puis, on fait quand même aussi attention au voyage et puis à la consommation. Donc, j'essaie de moins le faire. Après, là, j'étais aux Philippines. J'ai fait 2 boutiques vintage. J'ai trouvé 2-3 trucs intéressants. Je me suis dit, ça vaut la peine. Puis ça fait partie de l'histoire aussi. Je peux aussi parler au client, lui dire, ça a été trouvé à tel endroit, ça a été trouvé à tel endroit. Pour l'anecdote, tu voulais une autre anecdote. Il y a quelques années, j'ai chiné chez une famille suédoise. Donc, le mari travaillait au CERN. D'accord. Et ils vidaient leur maison. Ils partaient à la retraite. Et la dame vendait un vieux sac à elle en croco. Donc, tu as typiquement encore une matière où aujourd'hui, tu t'achèterais plus du tout. Oui, mais vu que c'est ancien, c'est déjà là. C'est comme la fourrure, etc. Faut la consommer parce qu'elle est déjà là. Voilà. Donc, je prends son joli sac et on trouve toujours un peu des souvenirs des fois dedans parce que les gens oublient, tu vas toujours oublier un truc. Et il y avait un ticket de l'opéra de Stockholm de 1960. Wow. Et en fait, c'est toujours un peu des souvenirs comme ça. Et quand on trouve ce genre de pièces, on le laisse dans le sac. Et puis, du coup, je peux raconter aux personnes qui viennent, qui s'y intéressent, ça appartenait à une dame. Je raconte son histoire. Et puis, il y a ce petit souvenir qui est juste exceptionnel, où on va trouver un ticket encore original de l'époque. C'est un petit exemple, mais tout ça pour dire que principalement localement, et puis après, en Europe, et quand je voyage à l'étranger, j'essaie de ramener aussi d'autres choses. D'accord. Et est-ce que tu as quelque chose que tu aimes bien porter et que tu portes souvent? Déjà, je vois un peu léopard, donc je vois que c'est un peu ta marque. Ouais, c'est un motif que j'aime beaucoup. Après, moi, je vous ai parlé beaucoup du jean, mais pantalon jeans, veste en jean et une veste en cuir. Simple, en fait. Ouais, vraiment simple. Des fois, je vais un peu plus travailler ce que je vais porter, mais je suis assez simple et surtout confort. Parce que si on se sent pas bien dans le vêtement, on va pas forcément vouloir le porter. Là, je l'ai pas là, mais dans mes affaires, j'ai une veste, une sorte de collégienne en cuir vintage, que c'est ma veste du moment. Je la porte vraiment tout le temps. Oui. Et puis, je sais que je vais la garder 20 ans, 30 ans, parce que c'est vraiment intemporel. Et comme accessoire, du coup? Alors, les accessoires, moi, j'ai toujours vraiment... 9 fois sur 10, j'ai un sac vintage. Je crois que j'ai même pas de sac de marque récente, en vrai. Si, une marque, un modèle de sac. Mais sinon, j'ai tout le temps des sacs vintage. Ça fait vraiment partie de... Les sacs et les lunettes, si tous les jours, des fois, ça arrive que j'ai pas des pièces vintage sur moi. Typiquement, là, ma jupe et mon top sont pas vintage. Par contre, ma veste, mes lunettes et mon sac le sont. Ouais. Et je trouve que ça habille aussi totalement les vêtements. Moi aussi, je suis très sac. J'en peux plus. Et si, du coup, on parlait du futur, parce qu'on a parlé du passé, du présent, maintenant le futur. Qu'est-ce que tu as pensé pour tes futurs projets? Est-ce que tu as déjà des idées ou même quelque chose que tu veux nous partager en exclu seulement? Alors, pas d'exclusivité, en tout cas pour l'instant. D'accord. Là, depuis l'année dernière, on développe le site internet qui est déjà en ligne. On propose une sélection d'articles. Après, le début, c'était vraiment de mettre le focus sur la boutique pour qu'on puisse vraiment gagner en autorité, parce que c'est vrai que c'est un concept que je portais depuis plus de 10 ans. Mais ma clientèle, elle évolue. Là, je suis dans un lieu, en plus, c'est un lieu touristique. Donc, c'est pas mal de changements d'adaptation. Donc, je pense que là, maintenant, la boutique, on maîtrise vraiment très bien ce qu'on fait. Le service, il est très apprécié des clients. Et puis, vraiment, c'est une superbe reconnaissance. Continuer à développer le site internet pour vraiment toucher plus le marché suisse et possiblement international. Et c'est vrai qu'à terme, je veux que ça continue à grandir, proposer d'autres services, d'autres types de concepts de boutiques aussi, avoir une offre différente, peut-être des boutiques spécialisées par univers mode. Donc c'est dans un coin de ma tête. Quand ça sera le moment, ça sera développé, mais malheureusement, j'ai pas d'exclus pour l'instant. Oh, zut, alors, moi qui pensais avoir, non, je rigole. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de tout ce que tu es en train de nous dire. Un peu pour finir un peu notre podcast, j'aimerais bien
que tu puisses nous donner un dernier conseil pour les auditeurs qui veulent se lancer un peu comme toi. Franchement, le meilleur conseil, c'est de le faire, en fait. C'est de vraiment pas se mettre des peurs, pas se mettre des doutes, parce que dans tous les cas, même si l'idée de base, elle fonctionne pas comme on veut, on pourra toujours la développer, il y aura toujours d'autres opportunités, etc. Mais c'est vraiment avoir un peu ce courage de faire et puis de suivre son instinct, en fait. Et l'entourage, je le dis souvent, ça compte beaucoup. En fait, parce que même si tu as beau avoir une idée, tu as confiance en ce que tu fais, si autour de toi, tu as constamment des gens qui viennent te mettre des doutes, c'est pas forcément l'idéal. Ça peut être challengeant dans le sens où ça te permet de mieux retravailler ton concept ou de le challenger. Mais malheureusement, des fois, ça fait pas forcément l'effet qu'on aimerait. Donc, avoir un bon entourage qui nous soutienne et vraiment le faire, en fait. Juste pas trop réfléchir. Moi, je pense que je me suis quand même beaucoup posé de questions au début, sans avoir forcément un but précis. Je me suis pas dit, je vais avoir ma boutique, même si j'ai toujours aimé la mode. Puis je me disais toujours, ça serait cool de faire des concepts. Mais je me suis jamais dit, c'est avec ce projet que je ferais ça. D'accord. Mais au moins, tu avais déjà la vision. C'est le plus important. J'avais une vision, mais je me disais pas que c'était avec ça que j'allais faire ça. C'était vraiment, je fais mes études, je fais ça à côté, c'est cool. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de pas trop me mettre la pression au début. D'accord. De vraiment, prendre le temps. Mais je pense que j'aurais peut-être aimé avoir moins de doutes au début, puis foncer. Alors, ça n'aurait pas marché, mais vraiment ce truc d'y aller. Je vois, il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui ont des idées, qui se lancent. Avec Internet et l'intelligence artificielle, on a tellement d'outils pour développer des concepts, etc. Il faut y aller, en fait. La Suisse, elle a besoin de plus de jeunes entrepreneurs, donc let's go. D'accord, ça sera le mot de la fin. Donc, oser, j'ai envie de dire, c'est ce que je retiens en tout cas. Oser faire, oser travailler, votre passion. Et donc, on remercie encore une fois Teresa Fini. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, partout, TikTok, elle est partout. Purple, Gold and Rain. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes.